Bonjour mes amis, dans une nouvelle vidéo concernant la cardiologie. Cette fois-ci, on va parler sur l'ECG normal. Premièrement, définition. Un ECG. G, représentation graphique. E, de l'activité électrique. C, du cœur. Donc, on a 12 dérivations dans un ECG normal. D1, D2, D3. Ils sont dites dérivations bipolaires, puisqu'elles sont faites à partir de deux membres. Pour la mise en place des électrodes, je vous donne une astuce. On dit DDG, c'est-à-dire droit, droit, gauche. D1 à partir du bras droit vers le bras gauche. D2 à partir du bras droit vers la jambe gauche. D3 à partir du bras gauche vers la jambe gauche. Donc droit, droit, gauche. Donc à part D1 et D2 et D3, les autres dérivations sont toutes des dérivations unipolaires. Donc dans les dérivations du cœur, on a des dérivations qui sont périphériques. D1, D2, D3, AVL, AVR, AVF, et des dérivations qui sont précordiales. Ils sont dites thoraciques, de V1 jusqu'à V6. Parlons maintenant du reste des dérivations périphériques ou des dérivations des membres. Elles sont dites aussi dérivations frontales, qui sont AVR right, c'est-à-dire le bras droit, AVL left, c'est-à-dire le bras gauche, et AVF foot, c'est-à-dire la jambe gauche. Donc, elles sont des dérivations unipolaires et la mise en place est claire. Et pour la mise en place, autre astuce, on dit rien ne va jamais. Rien pour le rouge, ne pour le noir, va pour le vert et jamais pour le jaune. Et pour les dérivations précordiales, on a 6 dérivations de V1 jusqu'à V6. Pour la mise en place, on met premièrement V1 et V2 dans le quatrième espace intercostal, V1 dans la partie droite et V2 dans la partie gauche. On met V4 dans le croisement de deux lignes, la première du cinquième espace intercostal et la deuxième de la ligne médioclaviculaire. Puis on met V3 en mi-chemin entre V2 et V4. Pour V5 et V6, vu de profil, on a la ligne axillaire antérieure, moyenne et postérieure. Donc V5 dans la ligne axillaire antérieure, V6 dans la ligne axillaire moyenne, et si on met V7 dans la ligne axillaire postérieure. Toujours dans l'espace intercostal numéro 5. Maintenant, on passe à l'analyse d'un ECG. Premièrement, il faut s'assurer de 3 choses essentielles qui sont les suivantes. Premièrement, un bon étalonnage. Deuxièmement, la stabilisation de la ligne de base. Troisièmement, l'absence d'inversion des fils. Exemple, une onde de P négative en D1 signifie une inversion entre le bras gauche et le bras droit. Si on s'assure que les 3 conditions ont été bien respectées, on passe au rythme cardiaque et à la fréquence cardiaque avant de faire l'analyse segmentaire. Pour le rythme cardiaque, quand est-ce qu'on dit un rythme régulier sinusal? Un rythme ID régulier si les espaces RR sont égaux. Un rythme ID sinusal si la séquence P QRST est respectée. Si l'onde de P a une morphologie constante. Pour la fréquence cardiaque, on a 2 méthodes selon le rythme cardiaque. Si il était régulier, on a une méthode. Si il était irrégulier, on a d'autres méthodes. Premièrement, pour un rythme régulier sinusal, la fréquence cardiaque est égale à 300 sur le nombre de gros carreaux entre 2 ondes R successives. Mais d'où vient 300? Une minute est représentée en ECG par 300 gros carreaux. C'est-à-dire, si on a l'espace entre 2 complexes QRS, on aura 300 sur cet espace et on va avoir le nombre de complexes QRS
dans une minute, et c'est la fréquence cardiaque. Par exemple, si l'espace entre deux ondes de R est de 5 gros carreaux, on fait 300 sur 5, et c'est 60 complexes QRS par minute ou 60 battements cardiaques par minute. C'est ça la fréquence cardiaque. Et la valeur normale de la fréquence cardiaque chez un adulte est comprise entre 60 et 100 battements par minute. J'ai bien dit adulte. On va voir par la suite le cas chez l'enfant. Maintenant, si le rythme n'est pas régulier, les espaces RR ne sont pas égaux. Et on ne peut pas appliquer la règle fréquence cardiaque est égale à 300 par le nombre de gros carreaux entre les espaces RR. Cette fois-ci, on va compter manuellement le nombre de complexes QRS dans 30 gros carreaux. Et on va multiplier par 10 pour avoir le nombre de complexes QRS dans 300 gros carreaux ou dans une minute. Et c'est ça la fréquence cardiaque. Si on a 6 complexes QRS dans 30 gros carreaux, c'est-à-dire on aura 60 complexes QRS par 300 gros carreaux, c'est-à-dire 60 complexes QRS par minute, c'est-à-dire 60 battements par minute. C'est ça la fréquence cardiaque. Donc avant de faire l'analyse segmentaire, j'aimerais bien qu'on fasse un rappel anatomique et physiologique. Donc le cœur est constitué de 4 cavités, on a 2 atriums et 2 ventricules. Et le sang sera chassé des atriums vers les ventricules. Donc on aura tout d'abord une contraction atriale suivie d'une contraction ventriculaire. Cette commande est assurée par le NSA, le nœud sinusal atrial situé au niveau de l'atrium droit. Et cette commande sera conduite jusqu'à le NAV, le nœud atrioventriculaire situé au niveau de la base de l'atrium droit. Et on dit que le NAV est une dodane. Pourquoi? Puisqu'elle fait un décalage entre la contraction atriale et la contraction ventriculaire. Si les atriums et les ventricules seront contractés en même temps, le sang va revenir vers les atriums. D'où, dans l'état normal, on a une contraction atriale avec un relâchement ventriculaire pour contenir le sang qui vient des atriums, suivi d'une contraction ventriculaire pour chasser le sang vers l'aorte. Et sur l'ECG, la contraction atriale est représentée par l'onde P. La contraction ventriculaire est représentée par le complexe QRS et le relâchement ventriculaire est représenté par l'onde T. On ne parle pas souvent sur le relâchement atrial puisqu'il est masqué derrière le complexe QRS. C'est ça. Entre l'onde P et le complexe QRS, on parle de l'intervalle PR. Il représente quoi? Eh bien, à ce niveau intervient le NAV, le nœud atrioventriculaire. Il assure le décalage entre les deux ondes, l'onde P et le complexe QRS, entre la contraction atriale et la contraction ventriculaire. Si cet intervalle était anormalement long, ça veut dire qu'on a un blocage au niveau du NAV et on parle d'un blocage atrioventriculaire. La durée normale de l'intervalle PR varie entre 0,12 et 0,20 secondes. Une durée supérieure à 0,20 secondes, on parle de BAV, bloc atrioventriculaire. Puis, la commande sera conduite à partir du NAV vers l'ensemble des deux ventricules via le tronc du faisceau de His et ses deux branches. Un blocage à ce niveau sera à l'origine d'un blocage intraventriculaire et se manifeste dans l'ECG par un allongement de la durée de QRS. La durée normale de QRS est de 0,08 secondes. Une durée supérieure à 0,08 secondes est dite blocage intraventriculaire.
Maintenant, si on a un épaississement ou une hypertrophie au niveau des parois atriales ou ventriculaires, comment ça va se manifester sur l'ECG? Est-ce que par un allongement des durées des ondes ou par autre manière? Eh bien, la réponse est non. Un problème au niveau du tissu conducteur, c'est-à-dire au niveau du NAV et au niveau du faisceau de His, va se manifester par un allongement des durées. Et un problème au niveau du tissu musculaire va se manifester par une augmentation de l'amplitude. C'est-à-dire, une hypertrophie atriale va se manifester par une augmentation de l'amplitude de l'onde de P. Et une hypertrophie ventriculaire va se manifester par une augmentation de l'amplitude du complexe QRS. On continue dans l'analyse segmentaire. Conseil, dans l'examen pratique, il faut que vous soyez méthodique, c'est-à-dire on fait l'analyse segment par segment, l'onde de P, puis l'intervalle PR, puis le complexe QRS, etc. Pour moi, je suis en train de faire un lien entre ces différentes parties juste pour vous faciliter la mémorisation. Sinon, si vous voulez que je ferai des analyses des ECG réels, juste laissez un commentaire et je vais faire ça dans une nouvelle vidéo. Donc, on reprend. Pour l'onde de P, sa durée doit être inférieure à 0,12 secondes et son amplitude doit être inférieure à 2,5 millivolts. Astuce, donc l'onde de P inférieure à 0,12 secondes, l'intervalle PR entre 0,12 et 0,20 secondes. Pour le complexe QRS, nomenclature. R, c'est la première onde positive. Que veut dire positive? C'est-à-dire au-dessus de la ligne de base. Q, c'est l'onde négative précédant l'onde R. S, c'est l'onde négative suivant l'onde R. Maintenant, si on n'a pas l'onde R et on a seulement une onde négative, est-ce qu'on appelle ça une onde Q ou une onde S? La réponse est la suivante. On dit onde QS ou complexe QS. Si on a deux ondes positives, on appelle la deuxième onde R+. La deuxième onde négative qui suivra la deuxième onde positive R+, sera appelée S+. Et bien, contexte, les lettres Q, R et S sont écrites en majuscule et contexte, elles sont écrites en minuscule. Et bien, ça dépend de l'amplitude de l'onde. Si on est devant une grande amplitude, on va écrire en majuscule. Si on est devant une petite amplitude, on va écrire en minuscule. Et bien, quand est-ce qu'on parle d'un microvoltage? La réponse, c'est dans le cas où on a une amplitude inférieure à 5 mm ou un gros carreau dans l'ensemble des dérivations périphériques D1, D2, D3, AVL, AVR et AVF. Quand est-ce qu'on observe ce microvoltage? C'est dans le cas de péricardite. Et si vous voulez voir le cours de péricardite sous forme de vidéo, veuillez laisser un commentaire et j'aurai le plaisir de le faire. Inch'Allah yarbi. Dans les dérivations précordiales, on a d'autres méthodes de mesure de l'amplitude du QRS. On a trois méthodes. Premièrement, le rapport R sur S, c'est-à-dire l'amplitude de l'onde R sur l'amplitude de l'onde S. Eh bien, il faut savoir que l'amplitude de l'onde R va être augmentée de V1 vers V6. Par contre, l'amplitude de l'onde S sera diminuée de V1 vers V6. C'est-à-dire, dans le cas normal, on a une petite onde R et une grande onde S en V1. Et le contraire en V6. On a une grande onde R et une petite onde S. Donc le rapport R sur S sera clairement faible en V1 et élevé en V6. Donc c'est clair que ce rapport sera inférieur à 1 en V1 et supérieur à 2 en V6.
La deuxième méthode, c'est l'indice de Sokolov-Lyon. Il ressemble au rapport R sur S. Mais ce n'est pas un rapport, c'est une somme. Donc, S dans la dérivation V1 plus R dans la dérivation V5 au V6. Pourquoi on a choisi S en V1 et R en V6? Puisque ce sont les ondes de plus grande amplitude dans les dérivations V1 et V6. Astuce, la valeur normale de ce rapport sera supérieure à 35 mm si l'âge est supérieur à 35 ans, 35-35. Cette valeur sera supérieure à 45 mm si l'âge est inférieur à 35 ans. La dernière méthode, c'est l'indice de Cornell. Cette fois-ci aussi, on va faire une somme, mais non pas des amplitudes dans les dérivations V1 et V6, mais dans les dérivations V3 et AVL. Astuce, apprenez 3 litres. 3 pour V3 et litres pour AVL. Pour les valeurs normales, je vous donne une astuce. Apprenez la date 2028. En 2028, vous serez tous, Inch'Allah, des médecins, soit résidents, soit généralistes. Donc 2028, 20, la valeur sera supérieure à 20 chez la femme et supérieure à 28 chez l'homme. Donc on s'arrête là et on fait Inch'Allah une deuxième partie dans une autre vidéo. Mais j'attends vos encouragements pour la faire. J'attends vos abonnements, vos likes et vos commentaires. Et si vous avez n'importe quelle question en module de cardiologie, veuillez l'écrire en commentaire et je vais faire mon possible pour vous répondre dans une vidéo spéciale pour les réponses aux questions. Et merci pour votre attention. See you later dans une nouvelle vidéo. Bye!